Bonsoir, 21h21. Ce soir, on va parler donc d'histoire de contes de Noël, même si on n'est pas beaucoup, encore une fois. Euh, je pense que je vous ai fait 3 ou 4 histoires, je sais plus. Je fais jamais des très longs lives avec les histoires parce que en tant soit peu, ça peut être fatigant, etc. Ce sont des histoires de Noël, mais qui sont un peu plus crépies. La première, c'est celle de Kid Buck. C'est une histoire qui est parue en 1908 et l'intrigue se déroule à Londres quelques jours avant Noël. Johnson, secrétaire d'un avocat de la défense du nom de Arthur, décide de se rendre dans les Alpes pour les vacances. Plus tard, ce jour-là, l'avocat avait proclamé non coupable un meurtrier vicieux du nom de John Tuck, avec comme la justification sa démence. L'accusé était en procès pour le meurtre d'une femme qu'il avait démembrée. Johnson, l'assistant de l'avocat, a assisté à chaque audience et connaît l'affaire par cœur. Je ne sais pas du tout où il est, Ryan. J'ai pas de nouvelles. Je pense qu'il ne doit pas avoir de co. Autant dire qu'il en a soupé et qu'il en est bien content que tout cela soit enfin terminé, afin de pouvoir enfin de sa vie sortir ça de sa vie, et surtout ce visage pâle, la frange brune et les yeux démoniaques du tueur. Johnson s'apprête donc à partir en vacances pour les fêtes et demande à son patron s'il peut lui emprunter un sac de voyage. Étrange d'ailleurs qu'il n'en possède déjà pas un, mais passons. Son chef lui promet alors de lui en envoyer un de ses serviteurs le soir pour le lui livrer. Quand Johnson rentre chez lui ce soir-là, dans une vieille maison de Bloomsbury, où il loue un étage, le sac de voyage l'attend déjà. Vers 10 heures du soir, alors qu'il monte dans sa chambre pour aller chercher ses affaires, il entend des bruits de pas dans les escaliers. Il va voir, mais il n'y a personne. Lorsqu'il décide de soulever le sac pour commencer à le remplir, il se rend compte qu'il est très sale et abîmé. En le regardant de plus près, il a l'impression que le sac prend la forme d'un visage, le visage de celui qui lui rappelle celui de John Tuck, donc celui qu'il a mis, celui qui était au tribunal pour meurtre. Johnson se ressaisit et se dit en riant que c'est simplement cette sale affaire qui lui monte à la tête. Il entend de nouveau des bruits, cette fois venus de sa chambre, et il va voir. Mais encore une fois, il n'y a rien. En revenant, il se prend les pieds dans le sac, loin de l'endroit où il l'a laissé. Il jurerait qu'il ne l'avait pourtant pas déplacé. C'est comme si à chaque fois qu'il avait le dos tourné, le sac changeait de place, voire le suivait. Oui, mais il n'était pas là hier non plus, Stella. À l'intérieur, il y a des taches qui ressemblent à du sang. Il commence également à entendre des murmures imperceptibles. Pris d'un sentiment d'horreur, Johnson recule et se cogne accidentellement sur le mur, ce qui a pour effet d'éteindre l'interrupteur. Il entend le sac bouger et il s'empresse de rallumer la lumière. Et c'est alors qu'il le voit. La silhouette de John Tuck est debout face à lui. Les murmures sont de plus en plus compréhensibles. Non, il n'était pas là hier, je te promets. Il était là mercredi, mais hier, il n'était pas là. Il n'était pas là du tout, Ryan. Ce sac est à moi, et je le veux. C'est alors que Johnson se souvient d'avoir vu ce sac. Pendant le procès de John Tuck, après qu'il ait tué sa victime et l'a découpée, le tueur a mis les morceaux dans ce sac, puis l'a rempli de chaux avant de l'enterrer. Carrosse et Goliath.
Johnson tente de se diriger vers son lit, exténué, ne sachant plus différencier la réalité des illusions. Il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, un autre serviteur de son chef vient lui rendre visite pour lui apporter un nouveau sac de voyage. Il lui explique alors qu'il a eu une confusion. Ce que Johnson avait en sa possession n'était autre que le sac que le tueur utilisait pour y mettre les membres de ses victimes. Le serviteur lui apprend également que le tueur s'est suicidé la veille, et cela aux alentours de 10 heures du soir. Dans sa note de suicide, John Tuck a demandé à être enterré dans le même sac que celui dans lequel il avait tenté de cacher le corps de sa victime. Comment cet homme confond une preuve dans une affaire si importante avec un banal sac de voyage? Ce n'a pas de sens. C'est pourtant l'une des histoires de fantômes de Noël les plus populaires. Eh ben, Jim, à tes souhaits. Oui, c'est la modo. Au fait, les filles, j'ai réussi, en l'occurrence, il n'y a que toi, Stella, les modos, j'ai réussi à remettre le lien de YouTube et le lien de Discord, je l'ai changé. Et j'ai mis, normalement, il devrait y avoir des messages automatiques une fois toutes les demi-heures qui mettent le lien YouTube et le lien Discord et qui font la publication qui avait déjà sur la chaîne. Donc, ah non, je ne suis pas une fille. Voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, ça c'est la fin de la première histoire, mais d'ailleurs, petit aparté, n'hésitez pas à aller voir l'enquête paranormale que j'ai mise, qui est sortie aujourd'hui sur YouTube. Mercredi, on fera l'analyse de l'enquête où j'étais toute seule et elle sortira samedi prochain. Samedi d'après, je mettrai l'analyse et il est fort probable que quasiment tout le mois de décembre, il y ait des vidéos, donc le mardi et le jeudi comme avant, et le dimanche, mais aussi le samedi. Il faut savoir que pour YouTube, il y a plus de... C'est le moment le plus important, décembre et janvier, pour mettre des vidéos sur YouTube. Donc voilà. Donc ne vous étonnez pas d'avoir 4 vidéos semaine à la place de 3. Kikette Boutinou. Donc ça, c'était la première histoire. La deuxième, c'est une partie de cache-cache dans une vieille maison. Qui se passe aussi à Noël. Hein. Lors d'un Noël entre amis, Tony refuse de jouer à cache-cache. Étonné de cette réaction, étant donné que Tony est généralement un jeune homme dynamique et joueur, ses proches lui demandent ce qui ne va pas. Tony assure que tout va bien, mais qu'il a de mauvais souvenirs avec ce jeu en particulier et qu'il a décidé de ne pas y participer. Il ne veut plus y jouer, plus jamais. Il explique que dans une très vieille maison dans laquelle il avait l'habitude d'aller, un événement lugubre a eu lieu. Pendant une partie de cache-cache, une jeune fille qui jouait avec ses amis a un jour poussé une porte pour se réfugier dans une chambre, mais elle s'est trompée d'endroit et celle-ci donnait en fait sur l'escalier du rez-de-chaussée. Cette jeune fille est donc tombée et s'est tuée. Il assure qu'il n'était pas présent ce jour-là, mais qu'il a un souvenir personnel encore pire. Ses amis sont alors curieux d'en savoir plus et demandent à Tony de lui raconter cette fameuse histoire qui semble l'avoir tant troublé. L'homme accepte.
À Noël, alors qu'ils dînaient avec 11 amis dans la vieille maison de ses cousins, ils ont décidé de faire une partie d'un jeu du nom de SMI, donc SM2E. Voilà en quoi consiste ce jeu. Chaque joueur se voit distribuer une feuille de papier vierge. Sur une seulement est écrit le nom SMI. Seul SMI sait qui est SMI. Le jeu commence quand toutes les lumières s'éteignent. Chacun doit s'éparpiller pour trouver SMI. Lorsque tu croises quelqu'un, tu dis SMI. S'il n'est pas SMI, il te répond SMI et vous poursuivez votre chemin. En revanche, le vrai SMI ne doit pas répondre SMI. Il doit rester silencieux. Tu sais donc que tu as trouvé SMI lorsqu'il ne te répond pas. Tu dois alors rester à côté de lui en silence aussi lorsqu'une nouvelle personne vous croise et dit SMI. Tous les deux, toi et SMI, ne devez pas répondre. La personne s'ajoute à vous jusqu'à ce que tout le monde soit regroupé. Lorsque tout le monde est là, le jeu est terminé. Le dernier arrivé a un gage. Lors de ce dîner de Noël, donc Tony arrive en retard et remarque une jeune fille grande et pâle au bout de la table à laquelle il n'a pas été présenté. Avant de commencer le jeu, l'hôte lui raconte l'histoire de la jeune fille décédée en lui disant qu'il faut donc faire attention en jouant à SMI. Tout le monde promet de faire attention. Les papiers sont préparés puis distribués. Tony n'est pas SMI, les lumières s'éteignent et la chasse commence. Tout le monde court, se croise, se répond SMI. S'il te plaît, fais attention à mon écran, hein. Vous faites bouger mon câble, il faudrait que je regarde ça. Tout le monde se croise, se répond SMI. Tony, le groupe de gens silencieux qui ne répond pas à son SMI, et les rejoint. Le dernier arrivé craque une allumette pour vérifier qu'ils sont bien tous là et compte jusqu'à 13. Les autres lui disent que c'est impossible, qu'il a mal compté. Il utilise alors une lampe de poche pour mieux voir. Tout le monde compte avec lui. Cette fois, ils sont 12. Une fille du groupe, du nom de Violette, est surprise lorsque les lumières se rallument. J'étais pourtant sûre qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Vous avez bougé ? Il commence à faire froid. Un malaise inexpliqué s'installe. À la fin de la troisième partie, Régis chuchote à Tony. J'ai cherché SMI dans ma chambre et j'ai senti une main. J'ai cru l'avoir trouvée. J'ai dit SMI, mais tout d'un coup, je ne me suis pas sentie bien. Alors, j'ai allumé ma lampe de poche et il n'y avait personne. Et personne n'a pu partir car j'étais dans le cadre de la porte. Tony lui suggère qu'il a imaginé toute l'affaire et Régis acquiesce. Les amis lancent une nouvelle partie. Plus personne n'a vraiment envie de jouer, mais personne ne dit rien. Tony a l'impression de ressentir une présence, mais se dit qu'il est influencé par Reggie et Violette, qu'il se monte la tête pour rien. Il décide d'aller du côté ouest de la maison et rentre dans quel cas la personne est au coin d'une fenêtre à côté du rideau. Il touche et sent un bras, mais ne voit pas de qui il s'agit. Il demande « SMI ?» et n'obtient pas de réponse. Tony demande « C'est quoi ton nom ?»« Brenda. » Ça ne lui dit rien. Alors, il en conclut qu'il s'agit de la fille à laquelle il n'a pas été présenté. Tony est content de pouvoir mettre un nom sur son visage. Il tente de faire la conversation, mais elle semble prendre le jeu très au sérieux et reste silencieuse. Il se dit qu'elle ne doit pas aimer les hommes, qu'elle utilise la règle du jeu comme prétexte pour ne pas parler. De longues minutes s'écoulent, Tony commence à être mal à l'aise, il pense de plus en plus à la main de cette fille, froide, tellement froide. Puis soudain, le rideau bouge et il entend l'un de ses amis. Tony et Brenda ne répondent pas au SMI et M. Gorman, alors, comme le veut le jeu, elle s'installe, pour rejoindre le groupe silencieux.
Il discute avec elle et se sent mieux, mais la troisième reste toujours silencieuse. Tony et Madame Gorman sont tous les deux d'accord pour dire qu'ils qu'ils ont envie d'arrêter le jeu. Oui, c'est le début de la fortune, exactement. Ils n'arrivent pas à enlever de la tête l'impression qu'il y a un joueur supplémentaire ce soir, une joueuse. Puis quelqu'un arrive enfin, c'est Reggie. Qu'est-ce que vous faites? On vous attend tous depuis des plombes, vous avez tous les deux un gage. Mais vous n'avez pas trouvé Smee? Bah si, c'est moi, Smee. Reggie approche sa torche du rideau et tous se rendent compte qu'il n'y a personne d'autre ici. Tony se sent alors très mal. Il y avait quelqu'un, je l'ai touché. Moi aussi. Comment aurait-elle pu s'en aller sans qu'on ne s'en rende compte? Régis décrète alors: quelqu'un s'amuse à nous faire une blague depuis le début. On arrête. Chad. Tu as prétendu être Smee tout ce temps et tu t'es enfoui. L'inconnu semble surprise et fait non de la tête. Le groupe décide de se rabattre sur le jeu de cartes et l'hôte de la soirée se dirige alors vers Tony et lui dit qu'il doit lui parler. Il n'a pas l'air très content. Ce n'est pas grave si vous êtes amoureux de Madame Gordman, mais évitez d'aller vous bécoter au moment où l'on vous attend tous. Tony répond: Hein? Mais on n'était pas seul, il y avait quelqu'un. La jeune fille pâle, Miss Forte. L'autre considère Tony avec perplexité. Non, avec stupeur. Miss qui? Brenda Forte. Il y eut un silence. Tony écoute si c'était une blague, ce n'est pas drôle. Brenda Forte est le nom de la jeune fille qui est décédée ici, celle qui tombait dans l'escalier il y a 10 ans. Ça, c'était la deuxième histoire. Sacré Chad. Quand je vous dis qu'il y a moyen de trouver des histoires de Noël qui peuvent être paranormales ou un peu créepy, ça se trouve, il y a moyen. J'espère juste que j'en ai prévu assez. Sympa. Et oui, il jouait à un jeu avec une entité. Intéressant, hein? La troisième histoire, c'est Perchta, la déesse de Noël. Ah, ben voilà, Lily m'appelle Chad. C'est pas compliqué, mort de rire. Ben oui, je t'appelle toujours Chad. Ceci n'est pas vraiment une histoire, mais plutôt le portrait d'une déesse ou sorcière de Noël connue sous le nom de Perchta. Perchta est une déesse celtique et c'est une sorte de Père Noël moins sympa, un peu comme l'histoire du Krampus finalement. Elle est apparue dans les régions alpines au Moyen Âge et est connue pour être une sorte de gardienne des traditions. Pendant les 12 jours entre Noël et l'Épiphanie, et particulièrement la dernière nuit, on dit qu'elle erre dans la campagne glacée et se faufile chez les gens. Si les enfants et les domestiques d'une maison s'étaient bien conduits et qu'ils avaient travaillé dur toute l'année, elle leur donnait parfois une petite pièce d'argent qu'elle dissimulait dans une chaussure ou dans un seau. Si ce n'était pas le cas, elle leur ouvrait le ventre, leur retirait les entrailles et bourrait le trou de paille et de cailloux. J'avoue que l'histoire est un peu sordide. Les filles qui n'avaient pas filé tout leur lin ou leur laine cette année-là deviendraient des filles en poupées de paille de Noël.
Et oui, parce que les filles avaient que ça à faire à cette époque-là. Elles ouvraient également le ventre des gens et les bourraient de paille s'ils mangeaient quelque chose le soir de sa fête qui ne soit pas le repas traditionnel à la base de boissons et de gruaux. Le culte de Perchta en Bavière, sous lesquels ceux qui la vénéraient laissaient nourriture et boissons dans l'espoir de recevoir richesse et abondance, et elle fut condamnée en 1468. À la base, il y avait trop de shadow, donc j'ai réduit donc Chad. Après, Monsieur Simia est arrivé avec Shadou, mort de rire, trop drôle. Oui, c'est juste. C'est juste parce que il t'appelait, au début, il t'appelait Chad. Et puis, il a commencé à t'appeler Chadou. Et c'est comme ça que c'est devenu Chadou. Hum, Alors, et celle-là, on a rajouté avec Chadoudou. C'est ça. C'est cela même. L'histoire suivante, forcément, on ne pouvait pas ne pas parler du Krampus. En Autriche, le patriarche à la barbe aussi blanche que la neige est accompagné d'une créature bien moins plaisante, mais tout aussi fantastique, le Krampus, qui veut dire griffe en français, est son équivalent démoniaque. Le Krampus est, selon la légende macabre, une créature mi-démon et mi-chèvre, une bête cornue, terrifiante, tout droit sortie du troisième volet du Seigneur des Anneaux et très loin des pères fouettards donnant de simples avertissements aux enfants qui n'avaient pas été sages pendant les années. Le Krampus signale sa présence par une lourde chaîne et des cloches qu'il fait tinter avec force. Tout le monde en a peur car la légende dit qu'il frappe littéralement les enfants de son fouet pour les forcer à être sages et qui va jusqu'à les enlever dans un autre monde. Ainsi, il y a de coutume que le 5 décembre, la veille de la fête de Saint-Nicolas patron, des enfants, les jeunes, revêtent des masques en bois, des peaux de bêtes et de cornes et partent dans les rues défiler, dans l'unique but d'effrayer les enfants, avec leurs chaînes et leurs cloches à l'image de Krampus. Et c'est vrai, il y a énormément d'histoires là-dessus. J'ai remarqué que c'était devenu assez, redondant pour l'instant. Il y a quelques années, ce diable de Noël, comme il est surnommé, aurait même poussé l'Église à interdire ces fêtes, le vénérant, car elles auraient engendré trop de panique. Une légende qui fait froid dans le dos. Krampus est également devenu un puissant outil commercial puisqu'en Autriche, il existe un certain nombre d'objets à son effigie, comme par exemple des figurines ou encore des boîtes de chocolat. Il a également fait appel d'un épisode dans la série américaine Dad et une adaptation au cinéma par le réalisateur et producteur américain Michael Dougherty dans son film Krampus sorti en 2015. Le titre du film aurait dû être Krampus quand Noël vire au cauchemar. Oui, pas mal de films d'horreur où le Père Noël n'est pas cool. Oui, sauf que là, c'est pas le Père Noël, c'est celui qui accompagne Saint-Nicolas normalement. Et ils ont remplacé
ce que je vous disais, le père Fouettard, on en avait parlé quand on avait fait la légende de Saint-Nicolas, que Tony était là, et puis qu'on avait dévié sur un autre sujet. Et le père Fouettard, c'était un homme qui est sorti des mines. Et d'où le fait qu'au jour d'aujourd'hui, le père Fouettard est quasiment interdit dans certains endroits parce qu'on dit que c'est raciste, blablabla. Sauf que ben, le père Fouettard, il avait juste le visage noir de charbon. Donc c'est parce que tout a été déformé au fil du temps. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont préféré remplacer le père Fouettard justement par le Krampus. Et je trouve ça vraiment dommage. Regarde Discord blabla. Oui, mais c'est ça, hein. J'avais vu des vidéos l'année passée où il passait dans un cortège, pas cette année-ci, mais j'ai pas fait plus attention que ça, dans des cortèges et où ils allaient près des enfants pour leur faire peur. Donc, je trouve cette histoire, je trouve que c'est un peu trop. On est un peu trop axé sur des trucs. Je trouvais que le père Fouettard, ça faisait enfantin, ça faisait vraiment une histoire pour enfants. Là, au jour d'aujourd'hui, je trouve que le Krampus, c'est pas vraiment une histoire pour les enfants, c'est plus une histoire pour faire peur par rapport au monde des adultes, mais je trouve ça un peu malsain. Après, c'est encore mon ressenti personnel, hein. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que je dis. Après, moi, je suis très ancrée avec des choses qui existent depuis longtemps. Et puis voilà. Et pour nous, le Saint-Nicolas et le Père Fouettard, ben, c'est comme ça en Belgique. Et pas de Krampus, hein. Voilà, c'est... Non. Non, 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 vraiment pas. Ah ben, demande-lui de t'en ramener une petite charbonnière ou deux petites charbonnières pour mettre dans ton feu. Les anciennes traditions se perdent. Il y a de quoi faire des cauchemars, enfant. Exactement. Je suis complètement d'accord. Alors que le père Fouettard, ben, c'est un homme normal avec du charbon, habillé en homme des mines, hein, parce que c'est comme ça qu'ils étaient, en homme des mines, qui venait avec un fouet, tout simplement. Donc pas de quoi faire trembler dans les chaumières. Par contre, voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Justement, Krampus, les origines du Père Noël, le film d'horreur qu'il a vu, celui-là. Je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça fait partie des histoires de Père Noël et je trouve que c'est un peu trop tiré par les cheveux, cette histoire. Parce que dans certaines traditions, il sévit seul. Dans certaines traditions, il sévit avec Saint-Nicolas. Dans certaines traditions, il sévit comment, à la place du Père Noël. Et qu'ils en aient fait un film d'horreur, ok, on fait bien des films d'horreur sur tout et n'importe quoi. Donc, je suis d'accord que ça existe dans certains pays parce que ça fait partie de leur tradition, ok. Mais que ce soit mis comme une vibe pour remplacer des choses qui existent depuis toujours et qui sont des belles histoires, euh, je ne regarde pas les films d'horreur, désolé. Alors moi aussi j'aime bien les films d'horreur, mais j'ai pas peur non plus, donc ils doivent faire Pinocchio version horreur. Ils savent plus quoi inventer, hein. Ils ne savent plus quoi inventer. Traumatisant. Je l'ai vu des centaines de fois. C'est un film que je n'aime pas du tout, mais mon chéri l'affectionne particulièrement. Moi, comme film de Noël, j'aime vraiment bien. C'est tous les films
à l'eau de rose du moment de la Noël. Parce que je trouve que ça a ce petit côté magique. Bah, sur Netflix, il y en a tout le temps des différents, Jérôme. Euh, je préfère regarder ça, c'est distrayant, ça prend pas la tête. Après, au niveau des horreurs, tout ce qui est horreur, même si je trouve que les films d'aujourd'hui, on n'a plus des super top. euh, je regarde des vidéos de, allez, de Sandro, ouais, que je vous ai même partagé l'autre fois. Je m'en vais regarder ses replays parce que je vois pas nécessairement ses lives. Et j'aime bien cet univers où on est plongé dans le jeu d'horreur, etc. Mais ça fait plaisir, toujours ta meilleure mine ce soir. Ah bah, et pourtant, aujourd'hui, Chad, j'ai fait des exploits. Si tu veux, on a discuté hier avec mon chéri pour déplacer des meubles dans la salle à manger. Et comme il n'était pas bien, qu'il était parti à l'étage, eh bien, j'ai tout déménagé. Voilà. Moi, j'ai pas de télé. Je regarde sur mon portable. T'as pas du tout de TV, même dans ta chambre? T'as pas le droit, c'était là où t'en as pas du tout. Ah ben, c'est mon chéri qui a eu l'idée, c'est moi qui ai exécuté. Il était pas bien aujourd'hui. Non? Non, non quoi? Non, tu n'en as pas ou non, tu ne peux pas? Parce que me répond non, mais t'as pas le droit. C'est une blague. J'espère vraiment que tu trouveras un logement et que tu pourras quitter tes parents parce que ça fait des mois que ça dure et... Coucou Véro. Non, elle vit chez ses parents, Jérôme. Comment va Véro? Ouais, pas très, mais bon. Je me renais, j'ai doudou. Dis-moi, ouais. C'est long, hein? Si long, c'est long. Je sais pas comment, vraiment, comment on pourrait te sortir de là. Enfin, moi, si, je t'avais dit, mais après, ça pourrait être qu'un truc à court terme. Et tu n'as pas une amie, quelqu'un de confiance, avec qui tu pourrais faire de la colocation? Parce que ça, ce serait une solution pour te sortir de là. Il doit bien avoir des copines à toi qui habitent un logement un peu grand ou des personnes que tu connais qui pourraient pas nécessairement. Moi, je pense, après c'est mon avis, hein, mais je pense que ce serait important, c'est que tu quittes vraiment le coin où tu es. Même si tu devrais chercher dans une autre région, puisque de toute façon, tu vas plus travailler où tu travailles. Peut-être que tu devrais venir dans le nord. Ah, sûrement pas, je veux vivre seule. Oui, vivre seule après, mais ça te permettrait de recommencer. Si tu vivrais avec une copine, tu serais plus heureuse de vivre avec une copine
et que vous fassiez votre vie chacune de votre côté, que de vivre comme ça. Et ouais, grave. Ah, il y en a un qui s'est fait ban par le bot, c'était un spam. Bon, allez, on va passer à la dernière histoire. Pas le Nord, la Bretagne, c'est mieux. Elle est en Normandie déjà. Mais moi, je lui dis le Nord parce qu'elle a des personnes avec qui elle s'entend bien qui sont dans le Nord et qui pourraient l'aider à trouver. Comme Fabrice et toute son équipe. T'as quoi contre le Nord? Oui, et puis t'as Jérôme aussi qui est dans le Nord. Et puis moi, je suis pas très loin du Nord. Donc, je sais pas si jamais t'envisages, comme tu vas faire des stages et que tu vas changer de boulot, je te dis ça parce que tout simplement, t'es confronté à une situation qui reste inchangée. Alors, la dernière histoire, je ne vais pas vous donner le titre. C'est une histoire connue. Vous me donnerez le titre de l'histoire à la fin du live. Enfin, à la fin de l'histoire. Rien du tout contre le Nord. J'ai de la famille là-bas, une blague. Mais voilà. Non, Chad, il lui dit de venir dans la Bretagne parce qu'il est en Bretagne. Voilà. Un bûcheron, sa femme et ses 2 enfants vivaient à l'orée d'une forêt. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille était très pauvre. Une année, la famine régna dans le pays et le bûcheron, durant une de ces nuits sans sommeil où il ruminait des idées noires et remâchait ses soucis, dit à sa femme: oui, mais tu serais peut-être beaucoup plus heureuse. Bonsoir, bienvenue à toi. Et merci pour mes lunettes. Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos propres enfants? Nous n'avons plus rien à manger. Eh bien, dit sa femme, sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. Non, femme, dit le bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. Oh, fou, rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les 4? Elle n'eut de cesse qu'il accepta ce qu'elle proposa. Les 2 petits, n'ayant pas pu s'endormir à cause de la faim qui les tenaillait, entendirent les paroles de leur mère. Gretel pleura beaucoup et dit à son frère: c'en est fait de nous. Ne t'en fais pas, dit-il, je retrouverai un moyen de nous tirer de là. Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits et sortit de la maison. Elle ramassa autant de cailloux qu'il put. Il ramassa autant de cailloux qu'il put et les mit dans ses poches. Quand vint le jour, la femme réveilla les 2 enfants. Debout, paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit: voilà pour le repas de midi. Ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez plus rien d'autre. Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier. Puis ils se mirent tous en route pour la forêt. Tout le long du chemin, Hansel, qui fermait la marche, jetait des cailloux sur son chemin. Quand il fut arrivé au milieu de la forêt, le père dit: maintenant, les enfants, ramassez du bois. Je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand ils ont eu mis le feu,
et qu'ils ont eu bien pris, la femme dit: couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Ah, apparemment, Angel est arrivée avec son épée, et Stella, J'ai même pas eu le temps de voir, j'étais concentrée dans l'histoire et du coup j'ai pas vu. Quand la pleine lune brilla dans le ciel, il prit sa sœur par la main et suivit les petits cailloux blancs. Alors que le jour se levait, ils atteignirent la maison. Ils frappèrent à la porte et la femme ouvrit et les vit. Elle dit: méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendrez jamais. Leur père, lui, se réjouit, car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans les bois. Merci, Angel. Il est dans les oubliettes. D'ailleurs, si jamais, un petit appel, si jamais les garçons, un d'entre vous, voudrait être modérateur chez moi, n'hésitez pas, parce que je voudrais bien un deuxième homme qui soit modo, comme il y a déjà Ryan, et que quasiment toutes les modératrices sont des femmes. J'aimerais bien avoir un homme. Donc si jamais un de vous voudrait avoir, n'hésitez pas à me l'écrire dans le Discord. Peu de temps après, la misère régna de plus belle, et une fois de plus, pendant la nuit, les enfants entendirent ce que leur mère disait. Il ne nous reste plus rien à manger, une demi-miche seulement. Il faut nous débarrasser des enfants. Nous les conduirons encore plus profondément dans la forêt pour qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin. Il n'y a rien d'autre à faire. Quand les parents furent endormis, Hansel se leva avec l'intention d'aller ramasser de nouveaux cailloux. Mais la femme avait verrouillé la porte et le garçon ne put sortir. Il consola cependant sa petite sœur. Ne pleure pas, dors tranquille, le bon Dieu nous aidera. Tôt le matin, la mère fit lever les enfants. Elle leur donna un morceau de pain, plus petit encore que l'autre fois. Parvenus dans la forêt, les parents laissèrent les enfants pour aller couper du bois. Le soir, Hansel et Gretel firent du feu et s'endormirent, et la soirée passa sans que personne ne revint auprès d'eux. Ils s'éveillèrent au milieu de la nuit, et Hansel consola sa petite sœur en disant: attends que la lune se lève. Nous retrouverons le chemin de la maison. Quand la lune se leva, ils se mirent en route. Mais les deux enfants marchèrent toute la nuit et le jour suivant sans trouver la sortie de la forêt. Ils mouraient de faim, n'ayant à se mettre sous la dent que quelques baies. Ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent. Ils reprirent leur marche, s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt. À midi, ils vinrent un joli oiseau sur une branche, blanc comme la neige. Il chantait si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand il eut fini, il déploya ses ailes et vola devant eux. Quand ils s'en approchèrent, ils vinrent... attendez, j'ai loupé une ligne. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison sur le toit, sur laquelle le bel oiseau blanc se percha. Et quand ils s'en approchèrent, ils vinrent qu'elle était faite de pain recouvert de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. Nous allons nous régaler, dit Hansel, à faire un repas béni de Dieu. Je vais manger un morceau de toit, il a l'air trop bon. Hansel grimpa sur le toit et arracha une petite portion pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. Tout à coup, la porte s'ouvrit et une vieille femme, s'appuyant sur sa canne, sortit de la maison. Ils eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit: « Eh, chers enfants, qui vous a conduit ici? Entrez, venez chez moi. Il ne vous fera fait aucun mal. » Elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette.
Elle leur servit un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite 2 petits lits, et ils s'y couchèrent. Ils se croyaient au paradis. Mais la gentillesse de la vieille dame n'était qu'une apparence. En réalité, cette vilaine sorcière n'avait construit la maison que pour attirer les enfants. Et quand elle en prenait un, elle les tuait, les faisait cuire et les mangeait. Pour elle, c'était alors jour de fête. À l'aube, avant que les enfants ne fussent éveillés, elle se leva. Elle attrapa Hansel, le conduisit dans une petite étable et l'y enferma. Il eut beau crier, cela ne servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Gretel, la secoua pour la réveiller et lui dit « Debout, paresseuse, va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il est enfermé à l'étable, il faut qu'il engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai. » Gretel se mit à pleurer, mais cela ne servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait la sorcière. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'étable et disait à Hansel « Tends tes doigts, que je vois si tu es assez gras. » Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait les mauvais yeux, ne s'en rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel et s'étonnait qu'il n'engraissât point. 4 semaines furent passées et l'enfant était toujours aussi maigre. Elle perdit alors patience et décida de ne plus attendre. « Oh là, Gretel, cria-t-elle, dépêche-toi d'apporter de l'eau. Que Hansel soit gras ou maigre, c'est demain que je le mangerai. » De bon matin, Gretel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. « Nous allons d'abord faire la pâte, dit la sorcière. J'ai déjà fait chauffer le four et préparé ce qu'il faut. » Elle poussa la pauvre Gretel vers le four d'où sortaient des grandes flammes. « Faufile-toi dedans, ordonna-t-elle, et vois s'il est assez grand pour la cuisson. » Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait, pour la faire rôtir. Elle voulait la manger, elle aussi, mais cette dernière devina son intention et dit « Je ne sais pas comment faire. Comment entre-t-on dans ce four ?»« Petit toit, dit la sorcière, l'ouverture est assez grande. Vois, je pourrais y entrer moi-même. » Et elle y passa la tête. Alors Gretel la poussa vivement dans le four et claqua la porte et mit le verrou. Pendant que la sorcière brûlait, elle courut vers l'étable et dit à Hansel « Nous sommes libres. La vieille sorcière est morte. » N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la vieille femme. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants. « C'est encore mieux que mes petits cailloux, dit Hansel en se remplissant les poches. Et Gretel fit de même. Maintenant, il nous faut partir, si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée. Au bout de quelques heures de marche, ils vinrent au loin leur maison et se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et sautèrent au cou de leur père. Sa femme était morte entre-temps. Gretel secoua son tablier et les perles et les diamants roulèrent à travers toute la chambre. Hansel en sortit d'autres et c'en était fini des soucis. Ils vécurent heureux tous ensemble. C'est tout pour mes histoires flippantes. Je vous souhaite de passer de beaux rêves. Alors, je vais regarder le chat. Qu'est-ce que vous me dites ?